Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au cœur de la présidentielle que j'ai le plaisir de présenter avec Soumaïla Ouedraogo. 4 invités pour parler de leur programme, pour parler de leur espoir et de leur avenir pour notre Faso. J'aimerais commencer donc par Madame Saran Sérémé. Elle est candidate au titre du Parti pour le développement et le changement, le PDC. Madame, bonsoir. À ses côtés, M. Roch Ouedraogo, il est directeur adjoint de la campagne du candidat Ablassé Ouedraogo, candidat pour le compte de Le Faso Autrement. M. Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Mme Toé, elle est candidate indépendante. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et à ses côtés, Jean-Baptiste Natama, candidat indépendant. Je n'ai pas fait exprès. Je vous mets ensemble, mesdames, messieurs. Bonsoir, M. Natama. Bonsoir. Alors, on va commencer cette émission à vous rappeler un peu la découpe que nous en avons fait. Une partie gouvernance, une partie développement économique, une partie sur les questions du bien-être social, une partie sur le sport et la culture. Et nous allons terminer, bien sûr, avec des échanges que je veux vraiment empreints de cordialité, mais surtout francs, afin que les Burkinabés qui nous suivent en tirent véritablement un profit. La gouvernance, c'est la première partie. Notre pays, depuis quelques années, traverse une crise que tout le monde dit crise de gouvernance. Elle aboutit à l'insurrection qu'on a connue, à la transition qui doit aboutir donc à ces élections du 29 novembre. Sur cette question de la gouvernance, je pose la question aux 4 candidats que vous êtes. Quelle sera la mesure forte que vous prendrez dès votre arrivée à Koussiam, Madame Saran Sérémé? Tout d'abord, je m'attaquerai, comme vous le dites, à la refondation de l'État, parce que notre État est en déliquescence, malgré cette courte période de transition. Je m'attaquerai à avoir un État de droit véritable, avoir un État républicain, où les valeurs républicaines sont respectées, que ce soit par l'armée, une armée républicaine ou une administration républicaine. Je travaillerai surtout à ce que l'équilibre des pouvoirs soit une réalité, l'équilibre entre le pouvoir législatif et exécutif, l'indépendance de la justice, qui nous fera éviter le fait majoritaire, le système présidentialiste, qui est encore pire qu'un système monarchique. Alors, je travaillerai plus pour une démocratie participative, où tous les citoyens se sentiront pris en compte, où nous dépasserons la démocratie représentative, afin que chacun comprenne qu'il doit prendre sa destinée en main. Monsieur Roch Ouedraogo, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la campagne de M. Ablassé Ouedraogo. Sur cette question de la gouvernance, l'élément clé pour vous sera quoi dès l'entrée à Koussiam? Au soir du 29 novembre, si les Burkinabés font confiance au candidat Ablassé Ouedraogo, il y aura des mesures fortes en termes de gouvernance dans notre pays. Premièrement, nous allons faire en sorte que les Burkinabés sachent réellement ce qui s'est passé dans ce pays. Il faut dire que nous allons commanditer un audit des projets et programmes, les grands projets et programmes que notre pays a connus ces 5 voire ces 10 dernières années, les grandes sociétés d'État, et nous prenons l'engagement de publier cet audit dans les 6 mois à venir. À cela, il faudrait ajouter le fait qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de restaurer l'autorité de l'État dans notre pays. Après avoir posé ces actes, nous allons faire en sorte que les Burkinabés puissent se parler pour que nous puissions avoir la réconciliation véritable dans ce pays. Parce que nous assistons aujourd'hui à une bipolarisation des rancœurs et il faut éviter tout esprit de triomphalisme d'un camp sur un autre. Nous sommes tous des Burkinabés, nous devrons travailler ensemble pour la concorde et la paix dans ce pays. Merci, M. Ouedraogo. Madame Touré, je rappelle que vous êtes candidate indépendante. Sur cette question de la gouvernance, à Koussiam, la première mesure pour vous sera laquelle? Alors, si je suis élue présidente le 29 novembre, je m'attellerai rapidement à examiner comment mettre en œuvre les conclusions de la Commission de réconciliation nationale et des réformes afin de réconcilier les Burkinabés que la politique de l'ancien régime a dressé les uns contre les autres pendant 27 ans. Donc il y a des rancœurs, des plaies qui se sont ouvertes
il faut répartir sur de bonnes bases en vidant les abcès. J'ai placé ma candidature sous le signe de l'éthique, car même si on a des moyens financiers suffisants, tant que la gestion de la chose publique ne sera pas faite dans les règles de l'éthique, nous ne pouvons pas assurer la bonne gouvernance. Donc une fois que cette réconciliation sera assurée et que, avec mon engagement de l'éthique, je constituerai un gouvernement de professionnels, de compétences pour nous permettre justement de réaliser notre projet de société qui a pour ambition d'assurer le développement endogène du Burkina Faso. Donc la justice, la lutte contre l'impunité sera au cœur de notre projet de société. La lutte contre la corruption, ensemble, avec un gouvernement assez restreint, moi je pense à 25 membres, qui sera d'une large ouverture, nous pourrons constituer une équipe d'attaque pour relancer l'économie qui a quand même souffert des turbulences, comme on dit, ou des balbutiements qu'on a connus ces derniers temps. À ce moment-là, il faut répartir sur de bonnes bases. Voilà ce que je prendrai comme mesure prioritaire dès que je serai à Kosiam. On va poser la même question à M. Nataman. Cette question de gouvernance, la mesure clé, celle qui marquera votre entrée à Kosiam. Bon, je dois dire que il est évident que la promotion de la bonne gouvernance sera mon cheval de bataille. Parce que nous savons tous que la situation dans laquelle notre pays se trouve est consécutive à une malgouvernance, à la fois sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, même sur le plan de la gouvernance des entreprises. Nous estimons que pour que le pays puisse repartir sur le bon pied, il faut nécessairement donner des signes forts en matière de promotion de la bonne gouvernance qui commence par la moralisation de la vie politique nationale, la promotion des valeurs qui sont des valeurs d'intégrité, d'honnêteté et de solidarité entre les Burkinabés, valeurs à partir desquelles les principes de justice resteront clés pour les Burkinabés, parce que nous savons que la justice est fondamentale. C'est elle qui permet de garantir les droits fondamentaux des citoyens, c'est elle qui permet de réduire les inégalités sociales, sinon de les écarter, alors que la gouvernance à laquelle nous avons assisté était une gouvernance marquée par la corruption, par le développement des inégalités sociales, par la promotion de l'injustice, etc. Et nous allons travailler à recentrer tout cela et à montrer que nous pouvons aller dans la bonne direction avec la participation des Burkinabés. Et pour cela, pour réduire le train de vie de l'État et réaffecter les postes budgétaires vers des secteurs sociaux qui peuvent permettre de relever le déficit criard qu'il y a en matière sociale, nous allons premièrement former un gouvernement très restreint de 16 membres paritaires pour indiquer que nous voulons aller vers une réforme de notre gouvernance dans ce pays-là. Okay. Soumaïla Ouedraogo. Oui, c'est un paquet de mesures qui a été présenté ici, alors que pour beaucoup d'entre vous, l'occasion s'est présentée à un moment donné, puisque vous avez été aux affaires à un moment donné. Pourquoi n'avoir pas pris en compte ces mesures-là et attendre maintenant, pendant que vous êtes lancé dans la course pour la conquête du pouvoir d'État pour les lancer? Personnellement, je n'ai pas été aux affaires dans ce pays. Je n'ai jamais été membre d'un gouvernement. Je n'ai jamais été membre de l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais été conseiller. Je n'ai jamais été maire. Je suis nouveau sur la scène politique. Par contre, j'ai dirigé le mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui a vocation à promouvoir la bonne gouvernance et qui a évalué l'état de gouvernance de notre pays et qui a signalé tout ce dont nous parlons ici, à savoir la gouvernance politique basée sur une démocratie verrouillée qui accentue le manque de dialogue social, le déficit social criard, des politiques macroéconomiques non productives, la promotion d'une corruption qui gangrénait toute l'économie du pays. Tout cela
Nous l'avons signalé dans le rapport du MAEP. J'aimerais juste faire une remarque, M. Ndama, si je me trompe, me rappellerez. Pour diriger le MAEP avec la gouvernance dont vous parlez, il fallait quand même être proche du régime pour être nommé à ce niveau-là. Pas du tout. J'étais fonctionnaire de l'Union africaine quand le pays m'a sollicité pour venir diriger ce mécanisme. Et donc, je dirais que ce n'est pas une promotion pour moi, c'était plutôt un sacrifice par patriotisme que j'ai effectué. Et l'important, c'était surtout que le rapport était un rapport véridique, sans complaisance, qui a mis à nu la situation de la gouvernance dans le pays. Okay. À cette question-là, Madame Sélémé, vous avez été députée 2 mandats successifs. Monsieur Roch, vous représentez à M. Ablassé, qui était ministre des Affaires étrangères pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la question de Soumaïla Ouedraogo? Je dirais, moi, que la question est peut-être juste, mais elle ne s'adapte pas aux réalités du temps d'avant. Nous avons bien dit que nous avons traversé une période qui était marquée par le fait majoritaire, une période qui était marquée par le système présidentialiste. Ça veut dire que le président contrôle toute l'Assemblée et ce n'est pas une opposition d'une personne qui peut faire changer des décisions. Les décisions sont prises par voie majoritaire. Le parti majoritaire est géré également, c'est un parti d'État, donc vous imaginez bien que les décisions ne peuvent que découler de là d'où nous connaissons. La justice étant un bras du gouvernement, évidemment la justice ne pouvait qu'être également biaisée. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, après toute cette introspection, après avoir été le fruit, disons, un produit de synthèse de plusieurs systèmes qui ont été appliqués au Burkina Faso, nous faisons la part des choses. Pour nous-mêmes maintenant, prendre nos responsabilités et dire ce qui est nécessaire pour notre pays. N'étant pas le premier responsable d'un pays ou les premiers responsables dans la décision, vous ne pouvez pas changer grand-chose dans les décisions qui sont prises dans la gestion du pays. Okay. Vous venez à la gestion d'un pays, mais vous n'êtes pas l'élément central qui peut le changer. C'est pourquoi, à un moment donné, quand les dérives deviennent importantes, nous avons su ne pas rester et nous perdre. Et nous avons préféré démissionner. Monsieur Roch Ouedraogo, sur cette même question, le candidat que vous représentez sur ce plateau, dont le directeur adjoint de campagne a été aussi ministre, il a même mis en place une politique des affaires étrangères du Burkina pendant des années. Alors, comment on regarde porte ce regard lorsqu'on veut faire un audit de ce qu'on a mis nous-mêmes en œuvre? On peut le faire. L'audit du ministère des Affaires étrangères, que le docteur Ablassé Ouedraogo a géré pendant 5 ans, vous pouvez le faire pour voir qu'il y a de la transparence dans sa gestion. Je voudrais ici souligner que c'est par patriotisme que le docteur Ablassé Ouedraogo a accepté de venir travailler pour le Burkina Faso. Il était fonctionnaire des Nations Unies, il a fait sa carrière à l'international. À un moment donné, le pays l'a sollicité pour ses compétences et il est venu, il a rendu service au pays. Ce n'est pas moi qui le dis. D'aucuns disent que c'est l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères que le Burkina Faso a connu. Cela dit, à un moment donné, nous avons vu les signaux de la malgouvernance dans ce pays et il a attiré l'attention. D'où la création, le sens de responsabilité qu'il a voulu prendre ici, en créant un parti, et aujourd'hui il ambitionne de prendre la direction de ce pays-là, parce que c'est quand vous avez la direction du pays, quand vous avez les leviers et les manettes entre les mains, que vous pouvez véritablement faire avancer les choses. Donc, sur ce point, nous avons attiré l'attention, nous n'avons pas été entendus, et nous avons quitté le navire en dénonçant. Okay. Alors, une autre question, c'est... On va laisser Mme Touéré, on a l'occasion de donner la parole à Mme Touéré sur cette question en particulier. On va revenir sur la question de la justice, vous l'avez évoqué dans vos interventions ici. On a le problème Blaise Compaoré, le dossier Blaise Compaoré. Est-ce qu'au soir du 29 novembre, si vous êtes élu, vous allez faire en sorte que Blaise revienne pour répondre de ses actes, puisqu'on sait qu'actuellement la brèche est ouverte, parce que si on a bonne mémoire, le CNT a adopté une loi qui lève l'amnistie qui était donnée aux anciens présidents. Qu'est-ce que vous allez faire?
On va commencer par Mme Toué, Voilà. justement sur cette question. Et oui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, notre préoccupation, c'est d'arriver à éradiquer l'impunité, la corruption au Burkina Faso, qui a gangréné le système et qui a perverti même les mentalités de nos concitoyens. Cette impunité, cette corruption généralisée, il faut que ceux qui ont été des acteurs puissent répondre devant la justice. Parce qu'il n'y a pas que, c'est vrai, il n'y a pas que des crimes économiques, il y a eu même des crimes de sang. Si c'est avéré, puisqu'il faut faire confiance à notre justice, dès l'instant où on va remettre sur les rails une justice indépendante, une justice normale, le droit sera dit. Donc, toute personne qui a posé des actes qui sont susceptibles d'être qualifiés de délits ou de crimes doit répondre devant cette justice-là. Et effectivement, même ceux qui se sont enfuis, disons-le, doivent être rapatriés. On va demander l'extradition de ces personnes après les enquêtes. Si cela est avéré, il faut que ces personnes viennent répondre de leurs actes et les sanctions qui doivent être appliquées devront être appliquées. Nous allons mettre en place une justice qui soit pour tout le monde, une justice, je dirais, juste et qui rende le droit et non pas une justice partisane, une justice qui soit d'un côté et alors que c'est pour tous les Burkinabés. Il faut que les victimes sachent que leurs parents qui ont été victimes de ces actes-là soient vraiment récompensés, pas récompensés, mais qu'elles sachent qu'il y a une vraie justice, que les sanctions vont tomber contre ces acteurs. Monsieur Natama, sur cette question, vous allez lancer une procédure comme le président Compaoré ou vous allez le laisser là où il est? Je crois que la question de la justice ne saurait se limiter au cas du président Compaoré. C'est l'audit général de la gouvernance du pays qui va permettre de situer les responsabilités. Non, si on pose cette question, c'est parce que le Conseil national de transition a engagé une action au niveau de la Haute Cour sur justement le président Compaoré sur un certain nombre de faits. Oui. Donc on vous demande, est-ce que vous allez poursuivre l'action contre le président Compaoré, puisque maintenant en plus l'immunité est levée? C'est une justice, elle est supposée être indépendante. Et comme elle a engagé une procédure, nous ne faisons qu'accompagner l'indépendance de cette justice-là. Donc nous ne sommes pas fondés à remettre en cause une procédure qui a été déjà enclenchée. Monsieur Roch Ouédraogo. Sous la présidence Ouédraogo, je dirais qu'aucun Burkinabé ne sera au-dessus de la loi. Cela veut dire que si le président Compaoré est appelé à répondre devant la justice burkinabé, il répondra de ses faits et actes. Nous n'allons pas faire d'entrave à la justice. Je pense que le peuple du Burkina s'est insurgé les 30 et 31 octobre pour des raisons que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, il n'est pas question de mettre frein à cette situation. Donc, tous ceux qui seront appelés répondront de leurs actes. Mais ce qui est fondamental à noter ici, nous ne ferons pas d'immixtion dans les affaires de la justice, comme ça a été le cas par le passé. Nous voulons une justice indépendante qui va travailler et que chacun puisse répondre de ses actes. Madame Saran-Sérémé. Je pense que je m'inscris dans la même logique. Du moment que nous voulons œuvrer pour la séparation des pouvoirs et leur équilibre à l'indépendance de la justice, je pense également que toute personne qui ait pu poser des actes en porte-à-faux avec la loi peut être dure, mais c'est la loi, devra répondre de ses actes. Nous l'avons toujours dit, chacun doit apprendre à s'assumer devant l'histoire, quelle que soit la personne, quel que soit le poste que la personne occupe ou est occupée. Mais je suis convaincue que quand dans un pays nous parlons de pardon, nous parlons de cohésion, nous parlons de vérité et justice, la vérité et la justice se diront toujours. Nous avons vu des chefs d'État ici qui ont été jugés, ou qui n'ont pas été jugés, mais qui ont été en tout cas emprisonnés pour quelque temps.
paix à l'âme, un en est mort. Il n'a pas eu cette chance. Donc je ne vois même pas pourquoi un homme, un citoyen, à qui le peuple burkinabé a pu faire confiance pendant des décennies, puisse fuir ses responsabilités et puisse aller se réfugier pour ne pas répondre de ses actes. Mais il reste à la justice de donner le droit. Il reste après au peuple, à travers une réconciliation, de décider ou non de gracier qui ou de ne gracier personne. Donc je vais dans la logique où la justice doit s'appliquer, mais ne jamais oublier le processus de réconciliation qui devra se mettre en œuvre pour que nous allons dans un Burkina de paix et de cohésion. Ok. On va passer à une deuxième partie de cette émission, puisque sur les questions de gouvernance, je vois que tout le monde est d'accord. Vous voyez le monde quasiment sur le même prisme, ou bien je me trompe, Madame Toé? D'accord. Tout le monde est d'accord sur les mêmes éléments. Alors on va poser les premières questions économiques. Depuis 2010, notre pays est en recul au niveau du développement humain durable. Nous sommes passés de 160e en 2010 pour être aujourd'hui autour de 180 et quelquième. Alors, la clé, certainement, dans des dysfonctionnements de gouvernance, mais au niveau économique, on a l'impression que tant au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, qu'au niveau même des services, nous sommes dans une situation de stagnation. Alors, Madame Toé, vous voyez comment ce développement économique dont vous parlez dans votre programme? Alors, donc, moi, je suis candidate, comme vous l'avez dit, indépendante, mais en fait, les circonstances ont fait que j'ai dû me présenter à l'élection en tant qu'indépendante. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PDP-PS, qui est un parti socialiste, m'avait investi comme candidate. Donc, je pars avec le projet de société du PDP-PS du professeur Joseph Kizerbo. Nous avons créé un regroupement d'indépendants pour faire échec à des manœuvres d'un groupe minoritaire qui, par cupidité, voulait faire disparaître le PDP-PS, mais notre groupe majoritaire a résisté pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Mais comme le groupe n'est pas sur ce plateau, madame, on ne va pas trop parler du groupe. C'est pour ça que je ferme la parenthèse pour dire que mon projet de société est celui du PDP-PS, du professeur Joseph Kizerbo. C'est un projet de société socialiste, résolument optimiste parce que progressiste. Et nous prônons le développement endogène. Je m'explique. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, si nous sommes dans une situation d'extrême pauvreté, et il y a une partie de la population qui est même dans la misère, certes, c'est vrai, c'est dû en grande partie à la mauvaise gouvernance. Nous, les Burkinabés me font confiance. Le 29 novembre 2015, je mettrai en œuvre ce projet de société qui œuvre pour le bien-être des Burkinabés. Ce bien-être passe par quoi? Par assurer l'autosuffisance alimentaire. Comme vous dites, nous avons suffisamment de disponibilité. Nous savons que les Burkinabés ne mangent pas tous à leur faim. Ils ne mangent pas 3 fois par jour, ce qui est inadmissible. En mesure concrète, madame, ça se traduit comment? En mesure concrète, c'est de faire en sorte que nos braves paysans disposent de moyens suffisants et de formation aussi pour pouvoir produire davantage. On a les superficies suffisantes. Il suffit maintenant d'avoir un encadrement raisonnable, rationnel, pour qu'on puisse produire davantage. Créer, par exemple, des lycées agricoles dans les 13 régions de la province du pays. Ça permet. Je ne vais pas vous couper, mais le président Compaoré, avant déjà entrepris de créer ces lycées agricoles-là, ça existe dans le programme du président Compaoré. Il y en a quelques-uns qui ont déjà été mis en place. Donc, ce n'est pas vraiment novateur pour notre pays aujourd'hui. Ben oui, mais il faut que ce soit une réalité et que cela fonctionne. Est-ce que cela a permis d'augmenter la production au niveau du Burkina Faso? Donc, on est jusqu'à présent obligé d'importer des céréales pour nourrir nos populations. Et ça nous revient trop cher, alors qu'on peut produire suffisamment au Burkina Faso pour nourrir nos populations. Justement, comment faire pour produire suffisamment? On va peut-être laisser cette fois-ci M. Natama réagir sur ça. Non, je dirais que la question de la gouvernance économique est fondamentale dans la mesure où c'est elle qui permet la création de richesses dans le pays. Et comme vous l'avez si bien indiqué, les indicateurs sociaux au Burkina sont très bas, sont faibles, caractérisés par une population
majoritairement illettrés et peu éduqués, caractérisés aussi par une espérance de vie très faible. Et ensuite, nous retiendrons que l'accès aux soins de santé est totalement réduit à néant si nous tenons compte des indicateurs en matière de mortalité maternelle, infantile, etc. Donc, pourquoi ces indicateurs sont faibles? Probablement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissements dans les secteurs sociaux. Les investissements qui ne se font pas dans les secteurs sociaux peuvent s'expliquer par peut-être une mauvaise orientation de la dépense publique ou alors par l'insuffisance des ressources. Mais nous constatons que c'est premièrement la mauvaise affectation des ressources aux secteurs sociaux qui pose le problème. Ensuite, la non-création de richesses parce que nous n'avons pas su identifier ce qui peut être appelé déterminant de la croissance dans ce pays-là. Vous devez, dans tout projet économique, identifier les déterminants de la croissance économique et, à partir de ces déterminants de la croissance économique, vous identifiez les leviers qu'il faut actionner pour pouvoir créer la richesse. Et ces déterminants pour vous sont lesquels? Le secteur de l'agriculture. Okay. Mais la question doit être appréhendée sur le plan, disons, de façon transversale. Parce que 80% de la population, la part active de la population, est dans le secteur rural. Et à l'inverse, ces 80% produisent à peine 30% du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'il y a une masse de travailleurs qui participent à l'économie, mais qui créent peu de richesses. Et sur cette base-là, vous devez travailler à accroître la productivité de cette masse-là dans le milieu rural. Donc, accroître la productivité revient à résoudre la question de la qualification des agriculteurs dans le milieu rural, des éleveurs, à résoudre la question de leurs équipements, à résoudre la question de l'accès à la terre, à résoudre la question de l'utilisation des fertilisants, etc., etc. Mais il y a eu des politiques fallacieuses avec des faux indicateurs qui ont été promus depuis longtemps. Nous avons vu qu'il y a eu une volonté annoncée régulièrement de motoriser, de mécaniser. Mais vous motorisez, vous mécanisez et vous pratiquez l'agriculture de façon empirique alors que l'agriculture est une science. Si la qualité des ressources humaines n'est pas relevée, la production ne sera jamais relevée. Dans vos programmes respectifs aussi, Mme Sarah Sérémé et M. Ouédraogo, vous mettez également en avant la question du développement de l'agriculture. Mme Sérémé a cette phrase, elle dit qu'elle veut des effets multiplicateurs pour lutter contre la pauvreté. Alors, c'est quoi exactement au niveau de l'économie, vos effets multiplicateurs là? Nous pensons que nous devons d'abord œuvrer à promouvoir une plus grande productivité de l'agriculture à travers la modernisation et que cela ne soit pas seulement un slogan ni des théories. C'est pourquoi nous pensons qu'il n'est plus temps que nous parlons de Daba, mais que nous parlons de tracteurs. Nous pensons que nous devons importer les nouvelles technologies, nous ouvrir vers les marchés internationaux, mais surtout accorder plus de plus-value à cette production en la transformant à travers l'industrialisation agroalimentaire. En même temps, cela résoudra la question d'employabilité des jeunes, des femmes, parce que nous serons obligés de revoir le système éducatif et le système de formation technique et professionnalisant, pas seulement avec des instituts dans des régions, mais depuis les départements. Parce que la majeure partie des jeunes, 80% moins des jeunes, soit n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, soit ont été déscolarisés très tôt. Et donc, quels que soient les périmètres irrigués ou aménagés que nous allons développer, un périmètre irrigué coûte au moins 10 millions par hectare. Quel que soit le citoyen que vous mettrez dedans sans aucune formation, évidemment, nous n'allons pas récolter ce que nous devons faire. Mais en plus de cela, nous avons aujourd'hui un boom minier au Burkina Faso. Mais est-ce que ce boom minier se ressent au niveau des populations? On va revenir sur la question minière, mais comme oui, déjà... mais comme nous sommes sur le plan économique... Non, mais j'aimerais qu'on... Parce qu'en fait, quand je vous écoute, je me dis... Nous nous retrouvons tous. Mais dans l'application des politiques, c'est dans cela qu'il y aura une différence. Par exemple, vous parlez de Mme Toé, elle est socialiste. Moi, je suis sociodémocrate.
En étant social-démocrate, il y a encore une différence. J'applique et le socialisme et la solidarité fondamentale, j'y compte beaucoup, mais je m'ouvre vraiment vers les marchés internationaux. Je m'ouvre vers les nouvelles technologies. Je m'ouvre vers l'entrepreneuriat. Vous sous-entendez que madame ne s'ouvre pas à ces éléments-là? Non, je parle des principes idéologiques. Je ne m'enferme pas dans des idéologies. C'est pourquoi je reste presque pas centriste, mais je prends ce qui je trouve meilleur et bien pour mon pays, du côté du libéralisme et ce que je trouve bien également du côté du socialisme. Alors, M. Ouédraogo, le Faso autrement se présente comme un parti centriste. Alors, sur cette question de l'agriculture qui a été introduite par Mme Touré et M. Nataman, qu'est-ce qui peut faire la différence par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à présent? Sur cette question, il faut dire que pour nous, pour relancer l'économie de notre pays, il va falloir que l'on investisse dans le capital humain, les 18 millions de Burkinabés. C'est ça qui fait la richesse de ce pays. Ça passera par une restructuration du système éducatif, l'accès aux services sociaux de base. Mais vous savez tous qu'au Burkina Faso, le secteur agricole occupe une place très importante. Et pour nous, il est fondamental qu'un accent soit mis de ce côté-là, à travers la qualification des hommes qui doivent produire suffisamment, en mettant à leur disposition les outils adaptés et aussi en faisant en sorte que le circuit de distribution puisse être un circuit qui permette aux paysans de vivre de leurs produits. Et cela est très important. C'est dans ce sens que nous ambitionnons de faire en sorte qu'au cours de la première année de gouvernance, durant 2016, on puisse porter le taux de croissance du pays à 8%. Et aussi, vous savez aussi que quand un pays sort d'une situation économique comme la nôtre qui n'est pas reluisante, il faut investir dans les petits emplois à caractère intensif. Cela est important pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir avoir quelque chose dans la poche, parce qu'après tout, c'est bien de parler des chiffres économiques sur le plateau, mais ça doit se ressentir concrètement au niveau du Burkinabé quand il est chez lui. Oui, mais dans tout ça, quelle est la place qui est accordée à la question des mines au Burkina et comment faire pour que la population burkinabé profite vraiment de cette richesse-là de leur pays? Madame Touré. Le secteur minier devrait, en principe, permettre au Burkina Faso de profiter davantage, les populations surtout, les populations autochtones, il devrait y avoir plus de retombées en faveur des populations autochtones. Qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai que les conventions qui ont été signées avec l'ancien régime, entre les compagnies étrangères et l'ancien régime, on a l'impression que c'est plus en faveur des entreprises extérieures qu'en faveur du Burkina Faso. Donc je pense qu'il y a eu une relecture du code minier qui devrait nous permettre d'équilibrer un peu plus. Il a été relu, il y a un nouveau code qui a été adopté. Vous comptez aller au-delà de ce qui a été adopté par le CNT durant cette transition? C'est pour ça que je dis le code minier a été relu. Okay. Maintenant, parce que comme on a parlé tout à l'heure de la corruption, si on en est arrivé à ne pas voir l'impact de la production minière sur l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones, c'est parce que quelque part, cela a péché. Les clauses n'étaient pas équitables. Donc, avec le nouveau code, dans la pratique, on va faire en sorte que les fruits reviennent en grande partie aux populations autochtones. Qu'on puisse investir une partie de ces produits, de ces ressources en faveur des populations autochtones, que ce soit par des infrastructures au niveau routier, au niveau scolaire, au niveau santé, qu'on puisse réaliser des ouvrages en faveur des populations pour qu'elles puissent mener des activités rémunératrices. Aujourd'hui, on a l'impression que... Et puis les populations s'en rendent compte de plus en plus. Elles protestent, elles veulent leur part. Et quand on parle de croissance, il faut qu'on fasse attention. Nous avons des taux de croissance qui font pâlir certains pays. Mais on ne voit pas concrètement pour le panier, l'impact dans le panier de la ménagère. C'est vrai que les indicateurs macroéconomiques donnent des taux de croissance
enviable. Mais cette croissance-là est mal répartie. Nous, ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement rétablies et que chacun puisse profiter de ces richesses-là de façon égalitaire. Monsieur Natama, sur cette question-là, qu'est-ce que vous voyez? Un fonds, comment on fait pour justement, parce que tout le monde est d'accord qu'on doit bénéficier de la mine, oui. Comment on fait pour que ça soit pertinent et effectif sur le... Moi, je pense qu'il faut d'abord délier les recettes minières des recettes publiques pour éviter le phénomène de croire qu'il y a un accroissement de la recette publique qui entraîne automatiquement un accroissement de la dépense publique. Délier voudrait dire qu'on sépare les recettes minières pour les mettre dans un fonds qu'on va utiliser à deux niveaux. Un niveau où l'on conserve une partie de ces recettes pour les générations futures. Parce que ce sont des ressources non renouvelables. Et si la nature a voulu que ces ressources soient dans notre sous-sol, ça devrait profiter aux générations présentes, mais aussi aux générations à venir. Le second niveau, c'est de consacrer essentiellement les recettes minières à des investissements dans les secteurs structurants de l'économie et les infrastructures d'avenir, ce qui nous permettra de créer les conditions d'effets de multiplication pour pouvoir avoir des effets induits sur l'activité économique dans son ensemble. Mais il faut aller au-delà. À travers la production minière, il faut envisager la transformation des produits miniers sur notre territoire pour créer de la valeur ajoutée qui permettra d'accroître la richesse nationale, mais aussi de créer des emplois pour les Burkinabés. Okay. Madame Sarah, on revient à vous parce que vous avez déjà commencé sur la mine, alors je vous donne la parole maintenant. Je vous remercie. Pour nous, la question minière est essentielle. Elle fait partie du développement du potentiel essentiel que nous avons au Burkina Faso. Nous n'avons pas de pétrole, comme certains le disent, nous n'avons pas de mer, mais nous avons quand même un sous-sol qui est suffisamment riche. Et les pays qui découvrent le pétrole, nous voyons que l'on ressent réellement le fruit de la croissance. Mais au Burkina Faso, il faut le dire, nous ne l'avons pas encore fait. Les zones d'ailleurs où il y a cette exploitation minière, quand vous arrivez, c'est un contraste réel. C'est plutôt les cimetières qui s'agrandissent parce qu'il y a beaucoup de morts à cause de beaucoup de produits nocifs qui sont utilisés. Si le social est développé, c'est juste quelques petits bâtiments. Et je pense que c'est toute une politique à revoir. Il faut que sérieusement, le fruit de cette croissance-là soit ressenti. Nous ne pouvons pas avoir une surproduction minière et ne pas le ressentir au niveau du peuple burkinabé, au niveau du bien-être des populations. Est-ce que vous comptez faire comme M. Natama, décrocher les recettes minières du reste des recettes de l'État pour les affecter effectivement à des éléments notamment des secteurs sociaux? Non, pas les décrocher totalement. Une grande partie doit aller vers le social. De toute manière, je suis pour la social-démocratie. Donc, une grande partie des recettes minières doivent aller pour le social, doivent se faire ressentir d'abord pour les populations des zones où l'on exploite ces produits miniers, et une autre partie, un pourcentage plus rééquilibré, doit aller vers le bien-être des populations de manière générale. Mais il faut dire que tant que la corruption sera vraiment le mal qui fait le plus de tort au peuple burkinabé, tant que nous verrons le manque d'éthique au niveau de nos populations, nous avons vu des produits miniers qui ont explosé en plein centre de Ouagadougou. Tant que nous aurons une mauvaise gouvernance dans ce domaine, nous ne pourrons jamais espérer atteindre le bien-être que nous espérons, quelle que soit la surproduction minière que nous aurons. Alors que nous en avons toutes les compétences, nous en avons toutes les capacités, mais surtout, nous devons travailler à avoir des investisseurs responsables. Et ce n'est pas le cas. Parce que tant qu'il y a la corruption, les investisseurs savent comment ils sont choisis pour venir exploiter nos mines. Et en cela, il n'y a que quelques individus qui se font la poche, mais pas les populations. Est-ce que vous allez remettre à plat tous les permis miniers? Comment vous allez faire? Je pense qu'il y a des textes internationaux
qui régissent ce domaine, mais je pense qu'il y a un minimum. Nous serons obligés de relire ensemble avec ces investisseurs l'exploitation de ces mines. Nous nous rappelons que nous avons défendu une de ces questions où l'or, le gramme de l'or faisait 6 500 francs. Et quand il y a eu le boom minier, le gramme de l'or faisait 28 000 francs. Et rien n'a changé dans le permis d'exploitation. Comment est-ce possible? Je pense qu'il y a un minimum. Entre cette différence, nous devons nous asseoir sur une table pour discuter, pas pour seulement imposer. Parce que nous voulons attirer des investisseurs, mais nous voulons surtout des investisseurs responsables qui travailleront pour le bien-être d'abord des populations avant de se remplir les poches et de remplir les poches de quelques individus. Monsieur Ouedraogo, sur cette question minière. Sur cette question minière, pour nous, il faut commencer par revoir la politique en la matière. Parce que vous savez que nous sortons d'une situation où nous n'avons pas toujours connu la transparence dans l'octroi des permis d'exploitation. Et nous savons aussi que les questions environnementales n'ont pas toujours été la préoccupation majeure de ceux qui investissent. Nous estimons qu'il faut, dorénavant, faire un cahier de charges qui va permettre aux uns et aux autres de respecter les engagements qu'ils ont pris. Cela dit, cette question minière, nous estimons qu'il faut la voir à deux niveaux. Il y a l'exploitation artisanale qu'il faut réorganiser dans ce pays. Il n'est pas normal que des Burkinabés continuent à mourir à tombeau ouvert dans ce pays parce qu'ils sont allés pour chercher de l'or. Il faut organiser, encadrer ce secteur-là. Quant à l'exploitation industrielle, comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. On voit que des trous qui sont ouverts et souvent les questions environnementales laissent à désirer. Nous estimons qu'il faut mettre l'accent sur ces points-là et faire en sorte que, jusqu'aujourd'hui, quand vous posez la question aux uns et aux autres, aux Burkinabés, qu'est-ce que l'exploitation minière apporte dans notre pays? Les gens auront du mal à vous répondre. Il y a une forme d'opacité autour de ça. Il faut qu'on soit transparent sur la question. Et enfin, il faudrait qu'on fasse en sorte que les recettes minières qui rentrent au niveau du trésor public soient orientées vers les services sociaux de base, comme l'éducation, l'eau potable, la santé. Et nous voyons souvent aussi... Décrochage aussi, ou bien un fonds, comme on fait dans certains pays, un fonds pétrole à part? Fort possible. Et en tenant compte des générations futures qui peut-être n'auront pas la chance de connaître le boom minier que nous connaissons aujourd'hui. Et cela est très important. Alors, notre industrie autre qu'extractive est en panne, vous le savez bien. Alors, quelle stratégie pour vraiment une bonne industrialisation au Burkina Faso? Madame Touré. Le tissu industriel actuel va mal, notamment au niveau de l'industrie agroalimentaire. Va mal pourquoi? Parce que ces industries ne sont pas compétitives en raison d'importation de produits qui rentrent soit par fraude, soit parce qu'ils sont subventionnés et donc reviennent beaucoup moins cher et pénalisent nos industries parce qu'elles ne sont pas compétitives par rapport à ces produits. Donc il faut déjà, je ne dis pas qu'il faut faire du protectionnisme, mais faire en sorte de réguler les autorisations d'importation des produits qui sont fabriqués au Burkina Faso afin de maintenir l'équilibre pour nos industries. Parce que si ces industries vont mal, elles seront obligées de faire de la compression de personnel et augmenter le chômage contre lequel nous avons, la volonté de lutter, le chômage des jeunes, le chômage des femmes et mais bien sûr, pour en plus de les mettre à l'abri, il faudrait qu'on crée d'autres industries. C'est comme on dit, la transformation de nos produits fabriqués au Burkina Faso est la seule condition pour créer de la valeur ajoutée et donc créer des emplois pour fixer nos jeunes et qui vont bien sûr apporter leur force de travail pour le développement du Burkina Faso. Oui. Monsieur Nataman, sur cette question d'industrie-là, on m'a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, alors si on peut avancer, vous parlez au moins des secteurs sociaux, ça allait être bien. Malheureusement. Le secteur de l'industrie ne pourra connaître une véritable transformation que si nous créons les conditions pour son éclosion et son développement.
Vous savez, l'état dans lequel se trouve ce secteur est lié d'abord au coût des facteurs de production, qui n'est pas des plus compétitifs dans la sous-région, encore moins dans le monde. Et au premier rang desquels, il y a la question de l'énergie. Si vous ne résolvez pas cette question de l'énergie, vous ne pouvez pas créer les conditions pour un développement industriel. Il y a le second point, c'est la faiblesse du capital humain. Si vous n'avez pas un capital humain de qualité, vous ne pouvez pas promouvoir l'industrie. Il faut même attirer des investisseurs directs étrangers qui peuvent venir investir dans le pays. Il faut créer les conditions, non seulement en consolidant l'état de droit qui garantisse la sécurité des investissements, en consolidant aussi l'environnement des affaires dans le pays pour pouvoir attirer ces investisseurs. Si ces investisseurs viennent et qu'ils trouvent des coûts de facteurs de production acceptables, compétitifs, avec une main-d'œuvre qualifiée, je pense que nous pouvons relancer. Autrement dit, il y a des matières premières qui existent au Burkina Faso qui peuvent faire l'objet de transformation dans le cadre d'un processus d'industrialisation. Et l'approche ne pourra être que transversale une fois de plus, parce qu'il faut résoudre en amont la question des ressources humaines, du capital humain, mais ensuite résoudre la question des coûts de facteurs de production. Monsieur Ouédraogo, sur cette question industrie, comment vous l'appréhendez avec votre candidat Ablassé Ouédraogo? Sur cette question industrielle, il va falloir relancer l'industrie de notre pays. Et nous estimons que ces dernières années, il y a eu une série de privatisations de pas mal d'industries. Vous prenez les grands moulins du Burkina, la SN Sokoko. Et aujourd'hui, on nous dit que ces industries-là ou ces secteurs-là ne marchent pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a certainement eu des cahiers de charges en son temps qui n'ont pas été respectés. Il faut qu'on regarde au cas par cas. Et ensuite, pour nous, il est important que nous puissions trouver les leviers nécessaires pour redynamiser le secteur de l'industrie dans notre pays. Cela passe par un certain nombre d'investissements dans le secteur, mais aussi en faisant en sorte que nous puissions avoir de la plus-value à travers la transformation des produits que nous avons au Burkina. Quand on prend le secteur du coton, on ne fait que transporter des balles vers les ports, et bien cela n'est pas normal. Quand vous prenez le bétail, on ne fait que transporter les animaux sur pied vers l'extérieur. Tout ça sont des facteurs qu'il faut revoir pour faire en sorte que nous puissions transformer les produits locaux ici, de manière à ce que nous puissions créer de la plus-value et aussi résoudre la question de l'employabilité des jeunes dans notre pays. Madame Saran-Sélémé. Oui, moi je dirais que le tissu industriel en fait au Faso est quasi inexistant actuellement. L'état des lieux, le diagnostic fait est imparable. Presque toutes nos sociétés ne fonctionnent plus ou sont fermées. Premier producteur de coton, nous n'avons pas d'industrie de transformation de coton, ni de production de textiles. Incroyable. Même les femmes tisseuses qui ont besoin de fils, vous verrez qu'il n'y a pas suffisamment de financement de l'industrie Filsat pour pouvoir subvenir aux besoins des femmes, pour qu'elles puissent produire. Parce qu'aujourd'hui, le besoin se fait sentir pour que nous consommons ce que nous produisons. Il faut également dire que nous, au niveau du PDC, nous pensons subventionner ces entreprises, ces industries. Nous pensons également attirer l'investissement responsable. Mais subventionner des jeunes qui auront des projets viables, des projets qui peuvent vraiment apporter le développement au Burkina Faso. Nous en avons toutes les compétences. Nous sommes d'accord qu'il faut sécuriser justement et faciliter l'implantation de ces industriels ou de ces différents promoteurs qui viendront pour s'installer. Mais il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, nous avons plus priorisé l'importation de produits qui rapportaient à certaines personnes, qui engendraient des monopoles de fait, pas des monopoles de jeux qui n'existent pas en fait, mais des monopoles de fait, mais qui enrichissaient certaines personnes et certains individus. De telle sorte que personne n'avait envie, parmi les décideurs, il faut le dire, d'œuvrer à ce que l'industrialisation soit effective. Moi, je suis au regret de constater que nos pères fondateurs, après les indépendances, ont été plus patriotes que les dirigeants actuels que nous sommes. Parce que la plupart des industries qui ont été créées à ces moments-là. Quand nous voyons nos frères du Ghana qui viennent prendre nos tomates
au niveau de nos vallées et qu'il n'y a même pas une industrie de transformation de tomates au Burkina Faso, mais c'est aberrant parce qu'ils paient la tomate à 200 francs, ils la transforment, ils remettent le même kilo, ils la vendent à 2200, 10 fois plus cher. Et quand on essaie d'aller plus loin, on trouvera que les fonds qui ont été investis, affectés pour la réalisation d'une industrie de tomates et de transformation de tomates n'existent même plus. Où sont allés ces fonds? On n'en sait rien. C'est pour dire que cette question d'industrialisation est, disons, la clé qui devrait nous aider à avoir plus de plus-value, à gérer l'employabilité, parce que les industries, d'ailleurs, de 400, de 1000 personnes, ce ne sont pas des industries. Une industrie, c'est des milliers d'emplois qu'elle engendre. Et rien que engendrer et renforcer cette question d'industrialisation peut gérer la question de l'employabilité des jeunes et le bien-être au Burkina Faso. Alors, on a fait le tour de la gouvernance, on a fait le tour de la question économique dans certains aspects. Une question vraiment qui vous tient à cœur au niveau des secteurs sociaux sur lesquels vous aimeriez prioriser votre programme. Monsieur Natama. L'éducation, c'est la clé de tout. Parce que nous avons une vision et notre vision, c'est investir dans l'homme, investir dans l'humain. Et quand nous parlons d'investir dans l'humain, c'est investir dans l'éducation, la santé et tout ce qui s'ensuit. Mais le secteur de l'éducation a un impact sur la vie d'un individu inestimable. Cet impact qui va d'abord de la capacité que vous donnez à cet individu de jouir de tous ses droits, mais aussi qui va également au savoir que vous permettez à cet individu d'acquérir, le savoir-faire que vous lui permettez d'acquérir, tout comme le savoir-être que vous pouvez lui permettre d'acquérir, tout ça lui permet de prendre en main son destin. Et pourtant, les indicateurs à ce niveau sont très faibles. Aujourd'hui, si l'on fait l'analyse de la situation de l'éducation des Burkinabés, nous sommes un des pays les moins éduqués au monde. Et vous ne pouvez pas transformer un pays avec une population illettrée, une population qui n'est pas éduquée. Et les statistiques sont là. Quand vous prenez la part active de la population des 25 ans et plus, le nombre d'années d'études de ces 25 ans et plus correspond à 1,3 ans. Donc, prioriser l'éducation. L'éducation. Madame Toé. Je suis d'accord avec ce que dit M. Natama, parce que l'éducation est à la base de tout. L'éducation permet l'émancipation de la personne. Ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte qu'on arrive à réaliser un programme de l'éducation pour tous, filles et garçons, l'égalité, qu'on respecte cette égalité-là. Quand on regarde dans tous les secteurs de l'activité, qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est les compétences. Et les compétences, on les acquiert comment? Par la formation, par l'éducation. Donc, que ce soit au niveau des enseignants, il nous faut des enseignants de bonne qualité. Et que ce soit au niveau des services de santé, il nous faut des médecins et des professionnels de bonne qualité. Et tout ça, c'est la formation. Donc, le développement de notre pays passera par nos compétences. Et pour les acquérir, il faut qu'on ait un bon système éducatif. Or, on a un problème au niveau du système éducatif aujourd'hui. Nous allons faire en sorte de restructurer ce secteur-là. Regardez ce qui se passe à l'université. Nous avons un problème. Tout le monde en parle. Donc, il va falloir revoir cette situation pour mettre à plat la réforme qui a été mal négociée et qu'on a des générations qui seront sacrifiées parce que le système ne va pas bien. Donc, l'éducation est fondamentale pour l'ensemble des secteurs d'activité. Monsieur Ouedraogo. L'éducation. Parce que la seule richesse qui vaille dans ce pays, il faut le dire, ce sont les 18 millions d'âmes que nous sommes. Il va falloir qu'on travaille à faire en sorte que nous soyons bien formés. Un individu qui est bien formé, qui a le savoir, déjà est capable de se prendre en charge. Et par la suite, ça va avoir des répercussions sur l'économie de ce pays. Mais nous disons qu'ici, il va falloir revoir la chaîne de formation dans notre pays, depuis l'enseignement préscolaire, l'enseignement secondaire, jusqu'à l'enseignement supérieur, parce que la chaîne est défaillante. Madame Saran Sérémé.
le secteur social, vous allez dire l'éducation aussi? Oui, vous allez nous proposer autre chose. Et j'ai un problème parce que dans le domaine de la sociale, nous avons deux grands problèmes. Et l'on ne saurait prioriser l'un en défaveur de l'autre. Il faut attaquer au moins les deux de front. C'est la santé pour moi d'abord et l'éducation. La santé, pourquoi? Quand j'imagine que les frais de santé, rien que pour 1000 francs, je peux voir un frère mourir parce qu'il ne peut pas juste payer un médicament à l'hôpital, j'ai un problème. J'ai un problème quand je vois une mère qui veut accoucher, donner la vie, mourir tout simplement en donnant la vie. J'ai un problème quand les soins de santé infantile, les soins de santé de la reproduction ne sont pas pris en charge. Alors pour moi, c'est la santé pour tous, mais notamment en priorisant, en commençant par la santé infantile, la santé maternelle, la santé de la reproduction et les premiers soins d'urgence. J'y vais sur ce point en attendant toute une révision du système sanitaire depuis le personnel, depuis leur prise en charge, depuis l'équipement de nos différents hôpitaux. Parce que pour être éduqué, il faut d'abord vivre, il faut d'abord survivre. Et deuxièmement, maintenant, l'éducation. L'éducation pour compléter cette santé. C'est pourquoi je dis c'est deux. Là, on vous a compris. Non. Là, à ce niveau-là... Oui, mais je le complète quand même, parce que nous ne pourrons pas gérer notre survie si nous n'avons pas aussi un minimum de connaissances. L'éducation est tout. Si nous voulons gérer cette question d'employabilité des jeunes, l'éducation, nous devons la revoir pour ne pas nous concentrer seulement sur l'enseignement général, mais nous repartir vers la formation technique et professionnelle. Merci, madame. Je vous en prie. Non, je ne pourrais pas vous permettre de rebondir parce qu'on a fini, M. Natama. Je m'en excuse. Non, je pense qu'il y a une émission. De la santé. Madame, M. Natama, il y a une éducation où vous serez seul face aux journalistes et vous aurez pendant une heure. Je voulais préciser que l'éducation a un impact sur la santé des individus. Ok. Il y a un effet positif de l'éducation sur la santé de l'individu, notamment sur la question de l'hygiène de vie. Allez-y, M. Soumela. Oui, en un qualificatif, si on devait défendre votre candidature, qu'est-ce qu'on va dire? Madame Touré, en un qualificatif, votre candidature. Je dirais la bonne gouvernance, l'éthique et l'intégrité. La lutte contre la corruption et l'impunité. Monsieur Natama. Bon, c'est la candidature de la rupture. Parce que je parle de rupture parce que nous sommes nouveaux sur la scène avec une nouvelle prospective. Et nous pensons que les Burkinabés aspirent à un changement véritable qui passe par le renouvellement de la classe politique dans ce pays. Merci. M. Ouedraogo. C'est la compétence, l'intégrité au service du pays pour qu'ensemble, pas un individu, mais pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un Burkina autrement. Madame Sarah Sérémé. La bonne gouvernance, un état de droit très fort et très marqué, les solidarités fondamentales et surtout l'équité. Voilà, nous avons fait quasiment une heure avec nos 4 candidats. On n'a pas pu aborder tout ce qu'on avait dit. Je pense que j'ai dû me planter au niveau de mon timing. Je m'en excuse auprès de vous et auprès de vous également, mesdames et messieurs. Vous aurez l'occasion dans le cadre d'une autre émission de la télévision nationale, pendant une heure de temps, de parler de vos programmes respectifs. À vous qui nous avez suivis, merci Soumaïla, merci et bonne fête de soirée à vous. Merci. La pub apportée